Alors bonjour à tous. Déjà, je vais un peu rejoindre le club Jean-François Brun, j'ai envie de dire, puisque moi aussi j'ai eu un grand moment de solitude en préparant cette intervention. L'idée, c'était au départ de vous faire quelque chose de construit, une vraie synthèse sur la violence dans l'Est de la France. Manque de peau, on se rend compte que ce n'est pas possible de dresser une synthèse, puisqu'on a des exemples par ici, par là. Donc je vais vous emmener en Alsace, en Lorraine, en Moselle aussi, enfin en Lorraine surtout, et on va essayer de brasser un peu ce qui se cache derrière le thème de violence. Alors, déjà, vous le savez sûrement, on a pu tout lire et son contraire sur l'attachement de la Moselle et de l'Alsace à Napoléon et au Premier Empire. Henri Contamine, dans certains de ses travaux, va mettre en scène un patriotisme ardent et une sorte de prédestination de la Moselle à appartenir à la France. Mais Pierre Orme, pour sa part, lui, revient davantage aux faits et y voit une projection toute chimérique des idéaux de la Troisième République. Au contraire, même, insiste ce dernier, la Lorraine allemande est, de 1810 à 1813, le théâtre de graves séditions qui rappellent beaucoup les jacqueries de l'Ancien Régime. Il va ensuite, Pierre Orme, s'attacher à déboulonner les mythes d'une obéissance, mais d'un légalisme particulier des populations mosellanes. Du côté de l'Alsace, c'est au mythe des généraux alsaciens de Napoléon que s'est attaqué Éric Hedwiller. Il revisite l'idée d'une surreprésentation des militaires d'origine alsacienne parmi les généraux de Napoléon, en recensant certes 69 généraux nés en Alsace, mais en rappelant que, rapporté aux 2232 généraux et amiraux qui ont occupé des postes de commandement entre 1792 et 1814, cela représente 3% des généraux, ce qui correspond globalement au poids de la population des deux départements alsaciens. Il souligne également que sur ces 69 généraux, un certain nombre sont eux-mêmes fils de militaires. Ils sont nés en Alsace par hasard, en quelque sorte à l'occasion d'une prise de poste dans une région fortement militarisée. Du simple fait de sa proximité, vous vous en doutez, avec l'Allemagne. Ce constat se rapproche d'ailleurs de celui effectué par Claude Müller, selon lequel, pour Napoléon, l'Alsace est d'abord une région frontalière dans un continent en état de guerre, qui doit donc être une puissante machine administrative, où civils triés sur le volet et militaires vont rivaliser de zèle auprès du maître. La question de la discipline militaire, vous le savez, elle se pose depuis que les armées existent. On a de nombreux récits qui vont décrire des massacres, des tueries, à l'occasion desquelles les armées vont s'en prendre aux populations civiles. En réponse à ces drôles de récits, on va voir qu'il y a une inflation de textes, d'édits, d'ordonnances, de décrets qui rappellent régulièrement les exigences les plus basiques en la matière. Alors on les passe très vite, sinon on pourrait passer 25 minutes, mais ces exigences, les principales, les voici. Il ne faut pas brûler les meubles de l'autre chez qui on loge, il ne faut pas les rançonner, il ne faut pas battre l'autre ou bien violer sa femme ou sa fille, il ne faut pas s'approprier les bêtes ou les récoltes des paysans pendant les marches, ne pas semer l'agitation partout où le soldat passe, ne pas piller les réserves des maisons. Encore largement logés chez l'habitant, certains soldats vont profiter de l'occasion pour faire preuve de leur force physique, de leur entraînement, de leur armement pour imposer leurs lois, ce qui se traduit par des récriminations, des procès et des violences. En 1792, la France révolutionnaire déclare la guerre à l'Autriche. Chacun ignore alors que tout le continent vient en fait de s'engager dans ce qui sera un quart de siècle pratiquement interrompu, puisque, rappelons-le, on voit se succéder pas moins de 7 coalitions. Cet état de guerre permanent a forcément un impact sur l'Est de la France, qui se trouve à la fois proche des zones de conflit et voit passer de nombreuses troupes, et plusieurs conséquences sont encore lisibles sur le territoire que nous nous proposons d'observer ici. Alors, on va partir sur un plan forcément en 3 parties. Dans un premier temps, on va essayer de s'intéresser aux conséquences globales pour les populations lorsqu'il y a une situation de conflit. Ensuite, on va essayer de se placer du point de vue des soldats et de l'armée pour voir ce que recouvre cette délinquance. Et enfin, on va partir dans le Westrich, que tout le monde connaît bien sûr dans la salle, qui est un petit pays assez particulier où on va voir qu'il y a une drôle d'affaire de brigandage en 1802.
Alors, il faut l'avouer, plusieurs sortes de violences. Et dans les violences, il y a aussi des violences symboliques. Le directoire met en place en l'an 7 des barrières qui vont être destinées à la perception de la taxe d'entretien des routes, spécialement créée pour assurer en urgence la réfaction de voies de circulation fortement endommagées par les mouvements incessants des troupes. Il est initialement prévu d'installer 1200 barrières sur le territoire français et les soldats retraités ou invalides en assureront le fonctionnement. Pierre Friedrich, qui est conseiller municipal dans la petite bourgade d'Ensheim, en Alsace, nous signale que 22 barrières vont être installées dans le Bas-Rhin, dont une à Ensheim. Très rapidement, il va y avoir des réclamations de la part des habitants et certains vont même organiser des pétitions pour dire que ce système n'est pas normal, que les textes de loi sont imprécis et on va se rendre compte que le système va être modifié en 1800 et finalement abandonné en 1807 parce qu'il va être jugé extrêmement complexe. En effet, le barème d'imposition, censé prendre en compte l'usure provoquée par chaque type de véhicule, est extrêmement complexe. On abandonne le système. À cela, on ajoute aussi le passage des troupes qui constitue également un sujet de préoccupation majeure pour les habitants. Jusqu'en 1813, ce sont plutôt les soldats de la Grande Armée qui circulent. Et ensuite, ça va être les armées alliées, qui sont cantonnées notamment autour de Strasbourg. L'armée d'occupation, elle va exiger que ces hommes et ces chevaux soient nourris et en même temps qu'un impôt de guerre soit levé. Cela représente une charge d'autant plus lourde que les récoltes à ce moment-là sont extrêmement mauvaises. Cette situation va perdurer jusqu'en 1818, qui marque le départ définitif des troupes coalisées. Et à Ensheim, qui compte alors 700 habitants, l'impôt de guerre va s'élever à 18 594 francs. Le son de cloche est identique à Nordheim, un autre village alsacien, toujours autour de Strasbourg. L'armée ennemie est restée dans notre pays jusqu'au 1er mai 1814. Pendant tout ce temps, nous avons dû nourrir les soldats. Ils nous demandaient tout ce qu'on pouvait imaginer, de l'argent, du vin, de l'eau de vie, du blé, de l'orge, du froment, de l'avoine, du foin, de la paille et même des sacs et des draps. Le pillage n'en finissait plus. Le 15 juillet, ceux qui occupaient notre ferme ont sorti une jeune vache de notre étable et l'ont abattue pour se faire une provision de viande. Cette vache était une bonne laitière, personne n'a osé protester face aux soldats. Ces gens prenaient tout ce qui leur convenait et demandaient en plus des contributions en argent. C'est Matthias Ostermann qui donc, nous livre ce témoignage et qui va aussi nous rappeler dans son témoignage le passage des Russes qui lui laisse un très mauvais souvenir puisque les soldats russes, ils investissaient les caves, ils se servaient directement aux tonneaux et ensuite ils les fracassaient pour être sûr qu'on ne puisse plus les réutiliser. Et la violence, elle est également psychologique. Psychologique dans le sens où on va avoir de nombreux témoignages de la vie à Nordheim, toujours Matthias Ostermann qui va relater l'angoisse des familles dont un des fils est parti combattre. Alors il va parler d'un de ses frères et il raconte donc son fils Jacques, donc mon neveu, avait été convoqué devant le conseil de révision et a eu la malchance de tirer un mauvais numéro. Il a immédiatement été incorporé au 88e régiment d'infanterie de ligne cantonné temporairement au camp de Boulogne. Le départ d'un fils, on le sait, c'est un sujet d'inquiétude, d'autant qu'on n'a que très rarement de ces nouvelles. Et quand on est très loin, on reçoit très peu de courriers, mais on se rend compte que la détresse du soldat est perceptible. Le fameux neveu Jacques, il va écrire à ses parents le 26 juillet 1806, et il dit « Ce qui m'inquiète et me chagrine pour le moment, c'est que nous n'avons pas perçu de solde depuis 6 mois. Les poches des soldats sont vides, et malgré toute notre gloire, on n'en a pas tellement quand on n'a pas d'argent. » On imagine aisément comment les familles de ces soldats peuvent vivre ce genre de situation. Cela peut sembler plus anecdotique, mais toutes les situations dans lesquelles, pour faire face à ses besoins, l'armée est amenée à vivre sur le pays sont difficiles à vivre. Un seul exemple, toujours tiré de la situation à Nordheim, est explicite sur le sujet. Matthias Ostermann, toujours lui, le dit sans ombrage. En septembre 1805, une commission dirigée par un officier de cavalerie s'est présentée à Nordheim pour réquisitionner des chevaux. Mon meilleur cheval, un magnifique demi-sang, a été choisi. J'ai eu beaucoup de peine à perdre ce bon cheval que j'ai élevé dans la ferme. Il n'est pas nécessaire de
préciser que cela contribue à ce que s'installe un climat dans lequel les habitants ont l'impression, en gros, d'être le jouet d'un destin tragique. Ces faits pris séparément peuvent sembler, au moins pour certains, de peu d'importance, mais ils contribuent à ce que pour les habitants, la guerre ait une résonance concrètement directe sur leur vie, alors que même à l'époque, on considère que la guerre est et doit être uniquement l'affaire des soldats. Pourtant, elle en rejaillit en réalité très directement sur la vie des civils. On va sortir un tout petit peu de notre espace géographique choisi avec le témoignage d'un conscrit, Jean Stoll, un jeune Alsacien qui est originaire de Rochheim, qui en 1813 participe à la campagne de Saxe. Les mauvais instincts s'exprimant encore plus facilement dès lors que l'on est loin de chez soi, les armées napoléoniennes, si elles conservent quelques retenues quand elles se déplacent sur le territoire français, voient leurs plus mauvais sujets laisser libre cours à leurs mauvais penchants dès lors que l'on est en territoire conquis. Jean Stoll relate avec une forme de candeur qui n'y dissimule que partiellement son effroi et sa désapprobation ce qu'il observe. Parfois, nous sommes dépassés par des bandes, pour ne pas dire des troupeaux de soldats, ayant jeté leurs armes, ayant un simple bâton à la main, ce sont les fricoteurs. Leurs deux seules préoccupations sont de subsister en maraudant et de rentrer le plus tôt possible en France. Le capitaine Parquin fait un constat de même nature, même si les exactions sont ici le fait de soldats ennemis. Il va écrire ce qu'il observe lors de sa progression dans son unité. Je venais de traverser Château-Thierry, au milieu de l'enthousiasme que ces braves habitants manifestaient pour l'empereur, et j'avais fait 3 lieues, à peu près, sur la route de Soissons, lorsque la marche de mon escadron fut arrêtée par des flammes qui dévoraient un hameau abandonné par ses habitants. Ces derniers avaient préféré chercher au milieu de l'hiver une retraite dans les bois plutôt que de s'exposer à la brutalité des soldats ennemis. Ce qui est mal perçu par les populations n'est pas systématiquement le fruit d'une volonté de punir les civils. Parfois, il va s'agir simplement, si vous me permettez le terme, du résultat d'une inadéquation entre les besoins des uns et les possibilités des autres. Dans ses cahiers, le capitaine Coignet, que vous connaissez tous, décrit une situation qui, probablement, fut aussi mal vécue par les uns et par les autres. Nous partîmes toute la division ensemble pour Corbeil, où Chambralac nous fit camper dans les vignes de ce brave département de Seine-et-Marne qui avait tant fait de sacrifices pour notre bataillon. Tout le long de la route, nous avons ainsi campé d'Auxerre. Il nous mène à Saint-Nitas. Les citoyens voulaient nous loger. Ils nous amenaient des voitures de bois et de paille. Tout cela fut inutile. Il fallut brûler leurs pesos et couper leurs peupliers. On nous appelait les brigands de Chambarlac. Le même, lorsqu'il est en Pologne, n'hésite pas à vivre sur le pays, comme il le décrit lui-même. Pour établir notre vie bivouac, nous prîmes des gerbes de blé pour pouvoir nous maintenir sur terre, et les granges furent pillées. Je fis plusieurs voyages, je rapportai une auge que les grenadiers à cheval n'avaient pu enlever. L'ambiguïté est d'ailleurs soulevée dès l'avant-propos de cet ouvrage, et c'est ça qui est le plus intéressant, puisque le préfacier semble en effet considérer comme normal ce jeu du chat et de la souris entre les soldats et les habitants. Les seconds vont tenter de dissimuler leur réserve aux premiers, tandis que les premiers ne vont pas s'encombrer de précautions et donc se servir. Ainsi, écrit-il, donc le préfacier, que Coignet se fait nourrir sans attendrissement et va sonder au besoin avec sa baguette de fusil les cachettes du paysan. Ce n'est pas qu'il soit pillard, non, mais il faut bien qu'il vive, ce brave monsieur. Revenons à notre territoire d'étude. Les exactions, elles ne vont pas se cantonner à ces scènes de la vie militaire, alors qu'une partie d'entre elles peuvent s'expliquer par les retards dans le paiement de la solde et la nécessité de se nourrir, fût-il sur le pays. À Strasbourg, l'étude des archives judiciaires de la ville montre que des plaintes sont quotidiennement déposées contre le bruit qui trouble la tranquillité de nos concitoyens, commis entre autres par des soldats en goguette que personne ne peut maîtriser. Des vols sont également à déplorer, mais qui étaient donc ces voleurs ? À leur nombre se trouvent des militaires désœuvrés. Le capitaine Parquin, toujours lui, va mettre en évidence la façon dont il a découvert un trafic quasi
institutionnalisé sur tout l'est de la France, donc trafic de bons de ravitaillement, orchestré par un groupe de fourriers. On s'en doute, ces fourriers ont les poches pleines, alors que les civils, eux, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, puisqu'on va constater qu'une quinzaine de maisons sont détruites suite au passage des troupes dans les coins de Strasbourg. Ainsi décrit, on pourrait penser que tout cela va se dérouler au vu et au su de tous et que la hiérarchie militaire y reste indifférente. Un tel soupçon, quoi qu'il en soit, ne peut être adressé au général Radet, qui pendant l'essentiel de sa carrière et dans toutes les fonctions militaires qu'il va occuper, rappelons-le, il a été grand prévôt de la Grande Armée, il s'est toujours préoccupé des priorités. Il en témoigne en ces mots de la situation qu'il observe. De plusieurs points, je reçois des plaintes sur l'incivilité, la mauvaise tenue de plusieurs gendarmes. Je suis d'autant plus étonnée de cet écart que si la discipline se relâchait dans l'armée, ce serait à la gendarmerie à la relever. En conséquence, j'appelle votre attention sur ces points importants. Je punirai sévèrement les malhonnêtes. Je punirai de même ceux qui, en route, s'arrêtent pour boire ou s'écartent de leur service. Punissez les sous-officiers qui ne font pas bien servir et tenir leurs gendarmes, si vous voulez m'éviter des reproches et le désagrément de punir les officiers. On le voit, les situations sont extrêmement variables et certains soldats, privés du versement régulier de leur solde, se servent sur le terrain avec plus ou moins de brutalité et plus ou moins de retenue. Certains sont seulement des délinquants occasionnels de circonstances, alors que d'autres, on va le voir, vont tremper dans des actions à plus long terme. Alors, l'affaire de Tirler en 1802, elle est édifiante et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles elle a traversé le temps, alors que d'autres affaires de même nature ont, elles, été oubliées. C'est précisément cela qui nous intéresse. En quoi ce dossier est-il exemplaire et de quoi est-il le signal? Alors, nous sommes en Germinal, en 10, donc mars 1802. Le Westrich, donc c'est une petite entité très floue entre Moselle et Alsace. On sait que c'est un territoire germanophone de base. Il reste germanophone malgré son rattachement récent à la France et c'est une survivance d'une ancienne province du Saint-Empire romain germanique. Il va recouvrir un espace géographique qui va de la Lorraine allemande à l'Alsace bossue, aux Landes de Sarre, au comté de Pont et au sud-ouest du Palatinat. Quoi qu'il en soit, dès avant la Révolution, la contrée est soumise aux incursions de bandes de brigandage qui s'attaquent la nuit aux fermes, aux auberges, aux moulins et aux boutiques. Les autorités issues de la Révolution sont trop faibles pour apporter une réponse efficace à cette criminalité, et d'autant que les bandes ont des soutiens au sein de la population même. La population va alerter les bandes des mouvements de troupes, des passages de convois de marchandises et assure l'écoulement des butins. On va voir se mettre en place un groupe d'autodéfense. De nombreuses personnes vont s'armer de gourdins, de fusils de chasse ou de pistolets à amorce. À Erlangen, les soupçons vont très vite porter sur deux frères, les frères Tirler. Jacob, l'aîné, lui, il a 33 ans. Il est syrié, comme son père l'a été avant lui, mais il est surtout considéré comme un bon à rien qui va dépenser l'argent du ménage et il entretient de mauvaises fréquentations avec tous les truands du voisinage. Son frère Louis, il ne vaut guère mieux. Il a 23 ans. Il s'est engagé sur un coup de tête chez les carabiniers et puis il va faire très discrètement, il va réapparaître très discrètement dans la région. Probablement, il a déserté le jeune Louis. L'ambiance de l'époque fait que l'on se méfie également et très ouvertement des familles juives qui sont installées dans le village, en particulier celles des Ber-Lévi, qui sont des marchands de bestiaux, et des Madel-Sellingham, de bons citoyens vont venir affirmer qu'ils vont observer la nuit de curieuses allées et venues d'étrangers, ainsi que le déchargement nocturne de mystérieux ballots. De là, vous vous en doutez, à considérer que ces familles juives pourraient être impliquées dans certains vols commis aux alentours, il n'y a qu'un pas que certaines personnes vont franchir allègrement. Jacob Tirler, en ce début d'année 1802, il a un projet de cambriolage. Son projet de cambriolage, c'est... Il sait que dans un hameau entre Sarrebourg et Redingue, Anna Maria Kirien est une veuve de guerre et qu'elle tient désormais seule un débit de boissons auquel est accotelée une boutique de mercerie. L'affaire devrait être simple. Les deux frères ont seulement besoin de convaincre un troisième larron,
Ce qu'ils vont faire, ils vont jeter leur dévolu sur Jean Wirtenstein, qui est un honnête maçon, mais ce pauvre petit maçon, il a contracté une dette auprès d'un autre juif à l'occasion du récent accouchement de sa femme. Dans un premier temps, celui-ci va refuser, les deux frères vont insister, il va finir par céder. Le 23 mars 1802, le déserteur, donc le plus jeune frère Tirler, et le maçon se rendent et s'installent à une table de l'auberge. Ils commandent à manger et à boire. Et puis, c'est le grand frère, Jacob Tirler, qui arrive ensuite et qui va donner le signal. Louis Tirler va prétexter de commander une nouvelle bouteille. Il va contraindre la veuve de guerre à descendre à la cave. Il va l'assommer, la bâillonner. Et il va recouvrir sa victime d'un plumon, donc c'est une sorte d'édredon. Il lui parle, la menace et va agrémenter son discours de fausses pistes. Pendant ce temps, à l'étage, les deux autres larrons vont remplir tout ce qu'ils peuvent dans des sacs, tout ce qu'ils peuvent mettre dans des sacs. Ils vont emporter le butin. Rapidement, les trois hommes chargés de sacs s'éloignent de l'auberge et Jacob, sans se rendre compte, a perdu son pistolet dans l'herbe. On a l'impression que tout semble s'être déroulé comme prévu, sauf que très rapidement, les soupçons vont se diriger sur les deux frères. L'un des habitants du hameau se souvient que quelques semaines plus tôt, Jacob lui a payé quelques verres et on a profité pour l'interroger sur la veuve de guerre, sur l'auberge, sur le butin qu'elle garde, bref, et surtout si elle avait d'autres pensionnaires dans l'auberge. Et puis le jeune frère se vante partout de ne pas vouloir servir l'armée et que c'est pour ça qu'il est revenu dans la région. Donc les deux frères sont très bizarres. Un mandat d'arrêt à l'encontre des deux frères a été mis dès le 24 mars. Les deux frères vont voir passer des troupes de gendarmes venus pour les arrêter. Ils sont persuadés que rien ne peut être prouvé contre eux. Et le plus jeune, cependant, va prendre la fuite. Et oui, il ne fait pas bon d'être repris après avoir déserté. Jacques Tirler, le grand frère, lui, est finalement arrêté le 25 mars. Chez lui, il pense réellement que rien ne pourra être prouvé. Et lors des interrogatoires pour essayer de détourner les soupçons, il fait en sorte de mouiller indirectement le maçon, donc Jean Winterstein, qui est arrêté et interrogé à son tour. Jacob Tirler, toujours soucieux de minimiser son rôle, voire d'être blanchi totalement, commence à charger son frère en disant « Mais oui, regardez, la preuve, c'est un déserteur, il a quitté l'armée, donc on ne peut pas lui faire confiance ». Et il dit également que son frère lui a subtilisé son pistolet. Finalement, il se rétracte, il charge de nouveau le maçon, avant de se livrer quelques semaines plus tard à un véritable brouillage de pistes, où il va multiplier les accusations envers de nouveaux coupables. Donc vous n'allez pas être surpris. En gros, il va accuser les Juifs parce que ce brave monsieur fait preuve d'une vraie haine envers ces Juifs, donc un antisémite très, très féroce. Ce sont plus d'une 60 personnes qui sont entendues, enveloppant l'affaire initiale d'une sorte de brouillard, plein de mensonges dans lequel plus personne s'y retrouve. De Sarrebourg, l'affaire elle va être transférée à Lunéville parce que l'acte d'accusation initial a été annulé pour vice de forme, le 3 juin 1802. En effet, le juge du tribunal de Sarrebourg aurait dû se limiter à un rapport précis des faits qui ont donné lieu à la prévention et des circonstances qui militent pour ou contre les accusés. Au contraire, ce brave juge, il va se livrer à des réflexions, il ne va pas hésiter à donner sa propre opinion, et notamment, on va se rendre compte que ce brave juge, il n'aime pas du tout Napoléon. Et donc, il dit, mais oui, c'est normal qu'un tel acte ait eu lieu, puisque au sein de l'armée napoléonienne, il n'y a que des brigands. La preuve, Napoléon en est le chef. Finalement, on va transférer l'affaire jusqu'à Nancy. Le procès va se tenir le 3 septembre 1802 et le verdict va tomber. Jacob Tirler et Jean Wirtenstein, eux, sont condamnés à mort. Et le 15 octobre suivant, les deux condamnés sont guillotinés en place de Grève à Nancy. Le 7 décembre, en l'absence du suspect, va se dérouler le procès de Louis Tirler, donc carabinier, né à Ellerling, contumace accusé d'assassinat, au terme duquel le cadet est également condamné à mort. Caché outre-Rhin et se pensant protégé par l'hostilité qui règne entre la France et l'Allemagne, il est finalement arrêté au printemps 1804. Il est interrogé le 15 avril 1804 et il va affirmer, avec le même aplomb que son aîné, qu'il n'a rien fait et que c'est le pauvre petit maçon qui est à l'origine de ce cambriolage. Quoi qu'il en soit, le 8 juin 1804, Louis Tirler à son tour est condamné à la peine de mort et il est exécuté le 3 octobre 1804.
Ce que cette histoire raconte, c'est naturellement avant tout avec un vol avec violence, ça on l'a vu, qui est commis par une fratrie de délinquants qui ont su embarquer avec eux un maçon qui est pas très malin et influençable. Mais elle va illustrer aussi la façon dont très rapidement certains sont tentés de jouer de l'antisémitisme latent pour brouiller les pistes, voire se disculper totalement. Et enfin, cette affaire, on va se rendre compte qu'elle va être reprise par la presse étrangère sous forme de propagande, puisque la presse anglaise et la presse allemande va accuser Napoléon d'être à la tête d'une armée de brigands, d'être le chef d'une armée de brigands, et donc de ternir l'image de l'empereur. Pour conclure très rapidement, l'Est de la France, du simple fait de sa position stratégique, a subi, peut-être plus que la plupart des autres régions françaises, le passage des troupes vers les théâtres extérieurs et les 2 invasions qui marquent la fin du règne de Napoléon Ier. La présence de troupes sur un territoire est systématiquement synonyme de situation compliquée pour les populations civiles. Il ne pouvait donc pas en être autrement à cette occasion. Et si tout n'est pas à mettre sur le dos de la délinquance des soldats, il ne serait pas non plus raisonnable de vouloir nier son existence. Mais ce qui est intéressant, et de ce point de vue, l'affaire Tirler m'a semblé particulièrement exemplaire, c'est précisément de voir, de constater et d'analyser les traces mémorielles que de telles situations laissent sur un territoire et une population. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.